Pour partir en Algérie, il fallait passer par Marseille, le fameux camp Sainte-Marthe, où on était parqué comme du bétail, on ne peut pas dire autrement, en attente d'un bateau. Le bateau, c'était un vieux rafio, un tas de ferraille, l'Athos 2 qui avait déjà fait l'Indochine. 2 jours et demi pour traverser, on était sur le pont. On se demandait toujours si on était du bétail. Et ensuite, c'était l'arrivée d'Alger, sur ce pont du bateau, au petit matin, découvrir Alger-la-Blanche. C'était magnifique, une vraie féerie. Le front de mer d'Alger, vu de la mer, ça a été splendide. Hein. Et alors on a débarqué pour aller chercher nos camions qui n'y arrivaient pas. Et alors, découvrir les Fatma dans la rue, ces femmes voilées, pas de noir, de blanc. Tout d'un coup, on passait du rêve, ou plutôt du fantasme à la réalité. Il faut que je raconte la journée entière, hein, parce que c'est une journée de feu, dans tous les sens du terme. On arrive, on est à ce qu'on appelle le bec de canard. L'Algérie fait une espèce de bec, comme un bec de canard, et c'est la frontière tunisienne. Et le général qui commandait la 10e division parachutiste, dont faisait partie le 9e RCP, nous convoque sur un pré à découvert. Il commence à nous parler. Et depuis la Tunisie, en haut, là, on était à portée de tir. Un gars à la 12-7, et il nous tire dessus. Il tirait trop bas. Les balles soulevaient le sol à nos pieds. S'il y en a un qui se baissait, il était mort, lui, puisqu'il prenait une balle. Il n'y en a pas un qui a été touché. Je ne sais pas comment il a fait, le gars. Il nous a tiré dessus, il n'y en a pas un. Bon, alors de là, on se met à couvert. Il continue à nous tirer. Là, du coup, il nous tire trop. Les branches des arbres cisaillaient au-dessus de nos têtes. Le capitaine me dit, écoutez, j'ai paumé ma carte, vous me passez la vôtre, et vous allez vous mettre en chouffe là-haut sur la colline. Le chouffe, c'est-à-dire en guetteur. Hein, bon, je pars avec comme adjoint mon adjudant-chef Baer, qui était mon instructeur à Nancy à la PMS. On s'est retrouvés. On arrive sur un monticule. Sans le savoir, on était en Tunisie. J'avais pas la carte, je ne veux pas le savoir, hein, c'est pas marqué ici comment c'est la Tunisie. Et on était avec nos habits de parachutistes, notre uniforme. Mais les félagas se déguisaient souvent en parachutistes pour tromper l'ennemi. Il y a 2 avions qui passent. 2 avions français, les FEL n'avaient pas d'avion. Hein. Et Baer me dit, ouh là là, ils vont nous larguer le napalm. Effectivement, il y avait des conteneurs en dessous. Il faut se planquer. Alors, il y avait 2 bosquets. Je dis, on va tous se planquer dans le bosquet de droite. Pourquoi la droite? L'avion repasse. Mais alors, ça fait ça, le napalm. Hein. Sur le bosquet de gauche. Que descendre du bosquet de gauche. Le gars, la mitrailleuse, je ne sais pas où il était, il a dû nous suivre à la trace. On redescend. Le gars qui était devant moi, son copain l'appelle. Il tourne la tête. Au moment où il tourne la tête, la balle qui devait arriver là, elle lui est passée là, elle lui a enlevé la casquette. Et il me dit, celle-là, je vais la mettre dans mon salon. C'était la fin de la journée, c'était la première journée. Alors après, on a eu d'autres contacts. Il y en a un, c'était dans le Audenas. Bon, on monte dans l'hélico qui va nous larguer. Et le pilote de l'hélico, il m'appelle, il dit, voilà, vous savez, je ne peux pas vous mettre là à tel endroit, parce que ceci, parce que cela, gna gna, je vais vous poser là. Tu parles. Il nous pose sous un feu nourri. Lui, il avait la trouille pour son hélico, il nous a lâché à peu près à 3 mètres du sol. Et là, j'ai eu mon premier mort dans ma section, le gars qui a pris une balle dans l'artère fémorale. Alors, ça se calme un petit peu, je laisse mon sergent-chef adjoint en haut, en couverture, et je descends avec la moitié de la section. Je passe sur un petit chemin, et tout d'un coup, on entend...
Il y avait un fel dans le buisson à côté qui m'attendait. Il ne pouvait pas me rater, j'étais comme d'ici à toi, hein, même plus près. Et son arme s'est enrayée. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Hein. Alors, on continue. Je en ramasse d'autres fels, je fais mon boulot de chef de section, et mes gars ont mis quelques fels au tapis. Ils ont fait leur boulot. Et au regroupement, le soir, mes copains chefs de section me disent « Ben dis donc, oh la vache, tu vas te payer une sacrée citation, hein !» Tu parles, mon capitaine, il ne pouvait pas blairer. Les officiers de réserve, il lui fallait des officiers de métier. Et des gens de métier autour de lui. Mon sergent-chef, c'était un genre de métier. Alors mon capitaine m'appelle le soir dans sa tente. Il me dit, écoutez, Studer, vous méritez la valeur militaire. C'est qu'il voit la croix de guerre, hein, normalement. Mais je ne vous la donne pas. Ah bon? Eh non, il manque une citation. Votre sergent-chef pour avoir la médaille militaire, c'est lui qui aura la citation. Ok. Prochaine OP, ma section, elle tournera en rond. Et c'est ce que j'ai fait. Il était fou furieux. Il m'a foutu à la porte de sa compagnie. La plus grande émotion. La plus grande émotion, je me demande si je dois la dire, parce que elle implique des personnages au placé. On a un gros accrochage et mon colonel me désigne comme maître des cérémonies pour accompagner dignement ces 10 cercueils. Actuellement, quand un militaire qui a choisi d'être militaire se coince un doigt dans la porte de sa Jeep au Mali, on en a pour 10 jours à la télé. Et puis quand il y a un mort, c'est aux Invalides avec le président de la République. Là-bas, on avait 10 morts. Et pour représenter, il y avec moi. Alors, dans la chapelle de l'hôpital Maillot à Alger, j'ai mis 10 cercueils. Arrive un cercueil d'un sous-lieutenant qui vient de tomber au combat. Et puis on discute devant la chapelle avec mes sous-officiers. Il y avait un groupe de civils qui discutaient plus loin, dont la figure de l'un me dit quelque chose. Des civils, il y en a un qui se détache et qui vient me voir en disant bonjour monsieur. Alors il appelle le monsieur par son titre, que je ne dirai pas. Demande à ce que le cercueil de son fils soit le seul cercueil dans la chapelle. Tiens donc. Alors d'abord, vous commencez par, je suis en uniforme, vous commencez par m'appeler par mon grade. Et maintenant, les ordres, je ne reçois que de mon colonel. J'essaye d'avoir le colonel qui est sur les Djebel, il y a quelque chose à foutre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con? Bon, restez auprès du poste. Ça va être long. Il paraît que ça a été long, ça a suivi. Parce que le papa du sous-lieutenant, il descend de la maison des Bourbons. Et il se voyait déjà roi de France sous le nom de machin, truc. Et il y avait des pourparlers avec De Gaulle pour rétablir la monarchie en France. Ça, c'est pas beaucoup, ça. Coup de fil de mon colonel, oh ça a été très bref, hein, Studer là dans le cul. J'ai dû sortir, c'était en octobre, il faisait encore chaud à Alger. J'ai dû sortir les 10 cercueils de mes gars sous une chaleur terrible. Ça, liberté, égalité, fraternité, c'est la République, hein. Ah ben alors on comprend tout. Voilà, alors ça m'est resté en travers. Ça a été, oui, le pire. Il y avait des grands titres sur Paris Match. Le fils de monsieur est décédé. Alors que j'avais connu Alger, c'était le, excusez-moi, hein, c'était le roi des cons. C'est pas négligence qui s'est fait descendre. Alors, je vais résumer le conflit, mais là je vais lire
Tu permets? Bien sûr. Je l'ai préparé justement pour ça. 25 ans ont passé. Dans une salle d'attente du palais de justice de Paris, j'entame la conversation avec mon voisin, dont les origines maghrébines sont plus qu'évidentes. Au fil de notre discussion, il apparaît que non seulement nous fûmes ennemis, mais qu'à la même heure et au même lieu, chacun de son côté, nous avons participé au même combat. Nous nous sommes donc tirés dessus. Trouvant qu'un palais de justice n'est pas l'endroit idéal pour évoquer de tels souvenirs, nous allons prendre place au bistrot voisin. Tout va tellement mieux autour d'un verre, quelle que soit la boisson. Avant de se quitter, les deux anciens combattants se serrent fraternellement la main, unis par une seule pensée: quelle connerie la guerre!